Mathieu Dubic, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes gérant chez SPGP d'un fonds thématique de Digital Explorer, fonds spécialisé dans la technologie qui est notre sujet du jour et qui est une thématique porteuse selon vous. Pourquoi elle est-elle plus que d'autres secteurs? Alors Vincent, elle est porteuse actuellement et comme elle a été dans le passé pour une raison assez simple, la technologie a tendance à suivre la croissance du PIB mondial, comme on le voit sur le graphique que vous avez devant vous. La technologie, donc, dans les 20 dernières années, a suivi la croissance du PIB. Donc une croissance d'environ 3 à 5%, ce qui est assez intéressant vu la décroissance ou même la stagnation de certaines poches d'activité. Poches d'activité, absolument. En plus de ça, récemment, dans les 5 dernières années, avec la crise financière qui a eu lieu aux États-Unis et dans le monde, il y a eu un sous-investissement structurel dans les technologies et dans la technologie qui a fait qu'on pense que dans les prochaines années, et c'est en train d'arriver en 2015, il devrait avoir un réinvestissement supérieur de ce qu'il y a eu dans les dernières années. Donc on devrait rattraper cette courbe, comme on le voit actuellement sur votre écran, du PIB et avoir une croissance qui pourrait être supérieure à 5% dans les 2-3 prochaines années. Donc on est clairement dans un secteur porteur. Alors un secteur porteur, vous le dites Mathieu, mais vous dites aussi que si on veut bien investir dans la techno, il faut comprendre que c'est un secteur où une guerre fait rage. Oui, alors absolument. Je crois que la technologie a évolué entre, si on prend les années 2000, qui sont des années de référence, et on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est les années où il y a eu une bulle, et on reviendra peut-être sur cette question de bulle, et est-ce qu'on est dans une bulle actuellement? Je pense que Vincent sera une de vos questions qui reviendra. Vous anticipez en effet bien. et donc on est dans une situation différente. Il y a les acteurs de toujours qui existent, que ce soit les semi-conducteurs, les softwares, les hardware et les réseaux d'infrastructures, mais de nouveaux entrants, de nouveaux sous-segments se sont créés. On peut en citer plusieurs. Il y a aussi bien la sécurité sur Internet, on a les objets connectés, on a aussi le SaaS, qui est la virtualisation des softwares. Et donc tous ces sous-segments, en fait, créent des nouveaux entrants qui essaient de challenger les anciens acteurs. Ils prennent des parts de marché aux anciens acteurs. Absolument. Et donc on se retrouve entre une guerre entre les anciens acteurs et ces nouveaux entrants, avec une passerelle entre les deux, à savoir une possibilité pour ces nouveaux entrants de pénétrer et de devenir un leader et d'imposer leurs normes. On l'a vu avec un Facebook, LinkedIn, mais une passerelle dans l'autre sens aussi avec les anciens acteurs, que ce soit on est en train de parler ici des SAP, des Oracle, qui essaient de contrecarrer cette guerre de la technologie en faisant des acquisitions et donc en achetant des nouveaux entrants. On l'a vu à SAP qui a acheté récemment dans le SaaS Concours Technologie. Donc il ne faut pas s'en tenir à un raisonnement un peu simpliste et schématique qui serait je vais aller sur les gagnants de demain, les nouveaux entrants uniquement. Non, absolument. Pour nous, l'intérêt, si on veut créer un portefeuille dans la technologie, si on est investisseur actuellement, ce serait d'avoir les futurs leaders de demain dans ces sous-segments qui soit se feront racheter à court ou moyen terme, ce qui sera bénéfique pour vous en tant qu'actionnaire, ou alors détenir aussi les anciens joueurs tels qu'un Oracle qui a quand même réussi à pouvoir garder ses parts de marché, même s'ils sont challengés par ces nouveaux entrants, ou même on peut penser à un Apple qui est un joueur de toujours et qui quand même réussit à renouveler et à recréer la courbe de la technologie, une courbe qu'on verra peut-être plus tard qui est assez intéressante. Voilà. Alors, tout de même, la gageure, c'est d'identifier, vous le dites, les gagnants de demain, les leaders de demain. Le choix est pléthorique. Comment fait-on pour dénicher la pépite? Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Et nous, notre point central, c'est de déjà regarder le business model de la société. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il prend des parts de marché à l'heure actuelle? Et surtout, un deuxième point qui est important, qui est fondamental même pour nous, c'est de voir la solidité financière de la société. Est-ce qu'on a des critères d'investissement qui sont assez stricts? Est-ce que dans les 2 ou 3 prochaines années, la société sera profitable aussi bien au niveau des EBITDA au niveau des EPS? Est-ce que la société est en surcroissance? EPS, c'est résultat par action. Résultat par action, tout à fait. Est-ce que la société est en surcroissance dans son sous-segment par rapport à ses concurrents? Et est-ce qu'elle prend structurellement des parts de marché par rapport à ses concurrents? Donc, c'est pour nous, ce sont des critères qui sont importants et fondamentaux qui font que la société, pourra survivre et a assez de cash pour tenir dans les prochaines années pour continuer à challenger les leaders, et 2, à devenir le nouveau leader de ce sous-segment. Ça, ce sont des critères financiers, à la limite de sécurisation de l'investissement, mais est-ce que
d'un point de vue analyse métier, on se dit, cette entreprise, elle remplit certaines cases, certaines conditions pour potentiellement être un leader? Alors, pas seulement financier, parce que ce que je vous explique, la prise de part de marché, et quand on parle à des dirigeants d'entreprises américaines, j'étais récemment à un salon organisé par une banque américaine où on pouvait rencontrer tous ces PDG américaines, ils vous expliquent que telle société prend telle part de marché à SAP. Donc, clairement, quand on a un success rate, c'est-à-dire un succès dans les appels d'offres de plus de 80, 90, 100% vis-à-vis des clients et que vous êtes en face d'un SAP ou d'un Oracle ou d'un IBM, clairement, vous savez que vous êtes potentiellement en face d'un leader. C'est-à-dire que 8 à 10% des clients, potentiels clients, préfèrent sortir d'une relation historique. D'une relation historique avec SAP qui est lourde et qui est difficile à pouvoir sortir parce que SAP met une certaine emprise sur les sociétés et c'est très difficile d'enlever leur software pour après aller se repositionner sur un nouveau leader avec un produit beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible et beaucoup moins cher aussi. Donc clairement, quand une société est en train de prendre des parts de marché violemment à un ancien leader, on peut vraiment évaluer le fait que cette société devrait être un des leaders de demain. À quel moment du cycle d'une entreprise faut-il bien investir? Parce que vous faisiez allusion tout à l'heure à une courbe qu'on pourrait faire apparaître. On va la faire apparaître maintenant parce qu'elle illustre qu'il y a plusieurs phases dans la techno. Et j'aimerais que vous nous commentiez justement cette courbe et que vous nous disiez à quoi correspond finalement l'investissement en fonction des différentes phases. Ouais, je crois que c'est intéressant cette courbe parce qu'elle montre 3 acteurs différents qui ont su, se renouveler, soit en lançant des nouveaux produits, et on voit ici avec Apple. Donc cette courbe correspond à l'apparition d'une technologie avec évidemment une croissance exponentielle, la pénétration avec une croissance qui se ralentit mais qui reste forte, après la maturité avec une croissance faible et qui peut partir après dans la décroissance si la technologie devient vieillissante ou est abandonnée. Et là, on a 3 exemples assez intéressants. On a un Apple qui a su se renouveler avec tous ces nouveaux produits, qui a su sortir évidemment l'iPhone, l'iPad, etc. Et l'iWatch récemment. Donc il repart sur de nouveaux cycles de croissance. Absolument, qui repart tout en bas de cette courbe que vous voyez et qui repart dans une croissance exponentielle. Le deuxième cas de figure qui est assez intéressant, c'est Oracle qui n'a pas pris le virage technologique en face de ces nouveaux entrants dont on parlait tout à l'heure, dans un segment assez précis qui est le SaaS, c'est-à-dire l'installation de software de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus économique qu'un SAP ou un Oracle puisse le faire. Et sa manière de réagir, c'est faite par des acquisitions, en fait, en acquérant la technologie, en se disant « je ne serai pas capable de développer cette technologie, mon seul moyen de réaction, c'est de faire des acquisitions ». Et on repart en bas de cette courbe. Et le troisième exemple, qui est un exemple pour nous d'échec ou de potentiel échec, on en est là, c'est BlackBerry qui n'a pas su se renouveler, qui n'a pas vu l'arrivée, enfin qui n'a pas vu ou qui n'a pas su prendre un virage face à l'arrivée d'Apple et de ses concurrents et qui se retrouve dans une phase de déclin et qui va, à notre avis, avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Dans le meilleur des cas, se faire racheter, mais pour une valeur à la casse. Bon, alors, on a compris qu'il fallait investir à la fois dans des acteurs plutôt matures, qui ont des positions fortes, mais qui vont les préserver ou les consolider en faisant des acquisitions, et puis dans des nouveaux entrants qui ont déjà fait leurs preuves tout de même, et qui semblent gagner des parts de marché donc vis-à-vis de ces anciens acteurs. On est tout de même sur un secteur très volatile, non? Oui, on est clairement sur un secteur volatile et il faut l'accepter en tant qu'investisseur. Néanmoins, si on avait un conseil à donner sur la construction d'un portefeuille, on ne pourrait pas mettre 100% sur ces nouveaux entrants qui ont une beaucoup plus forte volatilité puisqu'ils sont à une maturité beaucoup plus faible que les leaders. Mais une construction d'un portefeuille avec une partie de ces nouveaux entrants qui seront structurellement les leaders de demain, ou au moins on l'espère, et d'un autre côté, une majorité, voire même 50 à 70% des actuels leaders qui théoriquement devraient continuer à bénéficier de la tendance dont on parlait tout à l'heure, à savoir une croissance assez forte. Alors vous l'aviez deviné, Mathieu, anticipé. Je vais vous poser une question sur la valorisation parce que certes c'est une thématique porteuse, mais quand on voit les PER d'un certain nombre de sociétés illustres de ce secteur, on se dit ça y est, le marché fait encore n'importe quoi, comme en 2000.
Alors, c'est une question qui nous revient régulièrement de la part de nos investisseurs et clairement, je vais vous répondre sur quelques éléments chiffrés qui vont vous montrer que nous, à notre avis, et je pense que c'est la vision de la plupart de la communauté financière, au moins aux US, c'est qu'on n'est pas dans une bulle. Mais d'abord, avant de vous dire ça, je vais revenir un peu sur la notion de PER parce que c'est intéressant. C'est difficile de parler de PER en ce qui concerne les nouveaux entrants parce que vous achetez de la croissance à long terme. Ça ne veut pas dire du tout qu'on revient dans un système de l'an 2000 où on va aller chercher, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, des sociétés qui ne sont pas profitables. Vous pouvez avoir des sociétés qui ont des croissances, et on verra dans les cas d'investissement dont on parlera tout à l'heure, des croissances de 30, 40, 50% qui sont profitables, mais on va clairement ne pas regarder le PER parce que c'est une vision statique de la valorisation à une année, un ou deux, et nous, on préfère aller regarder la croissance du chiffre d'affaires et essayer de pouvoir remettre à niveau la croissance du chiffre d'affaires par rapport à la valorisation. Donc voilà, donc clairement, pour nous, la manière de regarder une société se fera plus sur d'autres ratios, d'autres multiples. Alors, on va aller, par exemple, chercher un EV sur EBITDA, donc la valeur, qui est la valeur d'entreprise sur le BE, l'excédent brut d'exploitation. Excusez-moi. Ou alors, ça peut être aussi le multiple de chiffre d'affaires. Ou alors, si on veut être un peu plus précis, pour pouvoir normaliser cette potentielle croissance entre différents acteurs, il faut savoir que certains acteurs croient à une croissance de la top line d'environ du chiffre d'affaires entre 50 et 80%, d'autres à 10-20%. La seule manière qu'on a de pouvoir normaliser cette croissance du chiffre d'affaires et de comparer ces sociétés, c'est de regarder un ratio de valeur d'entreprise sur la croissance du chiffre d'affaires. Voilà. D'accord. Donc ça, ce sont des multiples qui nous permettent après de comparer des sociétés qui ne sont pas comparables. Autrement, si vous regardez un PE pour une société comme Apple, Oracle ou des nouveaux leaders, c'est comme si vous étiez en train de comparer des pommes et des poires. C'est impossible. Alors, vous me dites qu'en effet, il faut utiliser les bons ratios. Il n'empêche, je renouvelle ma question. Est-ce qu'on n'est pas tout de même dans l'excès? Alors non, je vous réponds assez simplement et je vais vous répondre par 4 ou 5 points assez faciles à comprendre. Si on se remet en perspective, en l'an 2000, le Nasdaq avait un PE d'environ 100, tandis qu'actuellement, en 2015, on est un PE de 21-22, donc un différentiel qui est assez important. Deuxièmement, en l'an 2000, il y avait 10 fois plus de sociétés qui avaient besoin de se refinancer dans les 12 prochains mois par rapport à 2015. Et il faut savoir que c'était un des facteurs de la crise de 2000, le besoin de refinancement de toutes ces sociétés. Un troisième point qui est important, c'est que les private equity ont appris leur leçon et ils ont décidé de mettre en bourse ces sociétés beaucoup plus tard qu'ils ne le faisaient avant, avec une société qui a une maturité en moyenne d'environ 9 ans contre 5 ans auparavant. Et je dirais que le dernier point aussi, c'est qu'il y a 9 à 10 fois moins d'IPO en 2014-2015 qu'il y en a eu en 2000, donc il y a moins d'offres qu'il n'y avait à l'époque. Donc je vous réponds une offre de meilleure qualité. Donc. Absolument aussi. Donc on n'est clairement pas dans une bulle. Dernière question, Mathieu. Combien de techno dans un portefeuille équilibré? Alors dans un portefeuille équilibré, étant donné la volatilité de ce secteur dont on a parlé tout à l'heure, nous pensons que 15 à 20% est 15 à 20% tout de même? Oui, absolument. C'est clairement un secteur qui devrait extrêmement bien performer, donc 15 à 20% nous semble quelque chose d'intéressant pour nous. Mathieu, merci. Merci, bonne journée.